On est là, il y a 150, 200 tracteurs qui arrivent. Là, ça va bouger. On ne partira pas tant qu'on n'aura pas une réponse forte de l'État. J'appelle à tous les artisans à soutenir nos agriculteurs parce que finalement, les difficultés, même si elles ne sont pas les mêmes, on se rejoint dans des problématiques qui sont énormes. Aujourd'hui, c'est ici, mais pour moi, la prochaine étape, c'est Paris. Il faut les faire trembler. On veut moins de contraintes, on veut moins d'emmerdes, on veut qu'on nous laisse travailler. C'est plus possible. Et la troisième étape, si Paris, ça bouge pas, c'est l'Europe, c'est Bruxelles. Les vraies voix Sud Radio. Et on vous pose cette question dans Les Vraies Voix, la question du soir. Va-t-on vers une crise européenne en cas de signature du Mercosur? Vous dites encore et toujours oui à 94%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et moi, je crois que la crise peut être triple dans la rue avec les agriculteurs, entre les différents États et même, par exemple, au Parlement européen, entre les différents groupes. Céline Imar est avec nous, députée européenne LR et exploitante agricole céréalienne. Madame la députée, merci d'avoir accepté notre invitation avec cette question du jour à laquelle vous pouvez répondre. Est-ce qu'on va vers une crise européenne en cas de signature du Mercosur? Vers une signature du Mercosur cette semaine, la réponse est oui, incontestablement. On a eu, la France et surtout Emmanuel Macron ont eu une aide providentielle aujourd'hui en la personne de Giorgia Meloni, et on voit bien qu'elle a un rôle prépondérant au niveau de l'Union européenne que la France a perdu. La France aujourd'hui toute seule ne peut plus défendre ses intérêts. On a des intérêts très divergents au niveau européen. L'Allemagne, elle, avec les pays du Nord, sont très vocaux parce que la signature de cet accord, pour eux, c'est un intérêt absolument vital. Ils ont leur économie qui est dans une situation de marasme. Ils ont besoin d'exporter leur industrie automobile, chimique, pharmaceutique, etc. Et donc, ils se positionnent très très fort pour passer en force. Mais avec le renfort de Madame Meloni, cette semaine, ce ne sera pas possible, et fort heureusement. Et moi, je pense que Madame Meloni, un jour ou l'autre, je ne sais pas dans combien de temps et contre quoi, elle va rechanger sa position et reprendre une position en faveur du Mercosur, mais probablement en janvier. Éric Revel. Oui, Madame la députée, je note aussi que, je ne sais pas si vous en avez parlé, on en disait un mot tout à l'heure, c'est que l'Allemagne appuie fortement pour signer ce traité du Mercosur, parce que le volet exportation Europe vers Amérique du Sud, c'est de la machine-outil et de la voiture allemande. Absolument. Puis il y a la chimie, il y a la pharmacie. Puis il ne faut pas oublier un point, c'est que l'Allemagne, pour son industrie, elle n'a délocalisé que 20% de ses emplois. Nous, on a réussi un exploit fantastique depuis le début notamment de l'ère macroniste, c'est de délocaliser 70% de nos emplois industriels. Donc en fait, l'Allemagne reste une puissance exportatrice, non seulement au niveau de son industrie automobile, mais aussi sur tous les autres secteurs. Et donc, elle a absolument besoin de se positionner aujourd'hui sur ce marché du Mercosur qui réunirait 780 millions de consommateurs. Et nous, en fait, au niveau de la France, on a un maillage territorial, un maillage identitaire aussi, parce que c'est une question d'identité pour nous, l'agriculture. Mais il faut dire aussi, Madame la députée, que nous avons un modèle économique qui est plus basé sur la consommation des ménages en France et moins sur l'exportation historiquement, ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne. Absolument, c'est parce que là aussi nous avons sombré économiquement, que ce soit sur notre dette, sur notre déficit, sur notre désindustrialisation, et maintenant, et c'est ça que les agriculteurs ne supportent plus, et ils ont raison, sur la désagricolisation de notre pays. Et ça c'est terrible parce qu'aujourd'hui la Chine est devenue l'usine de l'Europe et le Mercosur ne peut pas devenir sa ferme. C'est ça qui est vraiment en jeu aujourd'hui. Madame la députée, moi juste pour vous dire que je suis relativement raccord avec votre analyse sur Giorgia Meloni, que je trouve d'une lucidité extraordinaire. Maintenant, j'ai une question qui me vient, c'est-à-dire on a parlé de l'Allemagne et d'autres pays qui ont des choses à exporter via le Mercosur. Comment se fait-il, alors vous avez déjà commencé à donner des éléments de réponse, mais comment se fait-il que la France se retrouve dans une position où on en est tous autour de la table à se demander mais qu'est-ce que nous pourrions exporter? Quelle est finalement notre place dans l'organigramme industriel européen? Je pense que nous n'avons plus forcément notre place d'ailleurs. Et surtout, sur ce texte en lui-même, vous, à titre personnel, comment est-ce qu'on le réajuste pour arriver à une version acceptable? On ne le réajuste pas. Aujourd'hui, au niveau européen, d'abord, il faut savoir une chose, c'est que les États membres ont délégué la compétence complète de ce qui concerne le commerce extérieur à la Commission. Et en fait, la Commission, elle a commencé à négocier cet accord sur mandat des États membres en 1998. On était dans une époque où le paradigme, c'était de négocier des accords globaux. Mais ça, aujourd'hui, c'est un paradigme qui est dépassé, qui est vraiment d'ancienne génération. On prend des régions entières du monde et on négocie d'un côté notre industrie qui va là-bas et leur agriculture qui vient chez nous. Aujourd'hui, le logiciel, il a changé.
la Commission continue à négocier des traités. Je prends l'exemple de l'Inde, qui va aboutir très 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 vite sur l'Inde. Quand la Commission a commencé à négocier sur l'Inde, elle a dit voilà, nous on a des secteurs sensibles, c'est le sucre et la viande bovine, donc on va pas les mettre dans l'accord. Et l'Inde a dit en contrepartie, nous aussi on a des secteurs sensibles et on va pas les mettre dans l'accord. En revanche, on va continuer à travailler pour avoir un accord qui soit beaucoup plus ciblé, sectorialisé et qui bénéficie réellement à nos deux pays. Parce que nous, quand on exporte du cognac ou du vin, par exemple au Canada, on va pas détruire en fait des filières, des familles, des emplois, des exploitations agricoles là-bas. Donc maintenant, le paradigme de négociation, il a changé. Le Mercosur, de la manière dont il a été pensé et négocié depuis 25 ans, aujourd'hui, il ne peut plus aboutir, à mon avis, il ne fait plus sens. Il faudrait tout arrêter et tout renégocier pays par pays avec des accords beaucoup plus sectorialisés et ciblés. Oui, Madame la députée, vous avez conscience quand même qu'il y a la Chine et les États-Unis qui sont en embuscade justement sur la question du Mercosur et qui n'attendent qu'une chose, c'est de prendre entre guillemets la place qui est destinée à l'Union européenne. Absolument, et c'est d'ailleurs un des points que soulèvent les pays qui sont favorables à cet accord, ainsi que la présidente de la Commission européenne. Mais on peut plus marcher avec ce chantage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a délaissé nos agriculteurs, on ne les aime plus et on ne leur donne plus de preuves d'amour. Et c'est pour ça qu'il y a cette colère. C'est-à-dire que moi, je suis pour le libre-échange, et je pense que le libre-échange, comme vous le dites, dans un contexte géopolitique de durcissement de la Chine, qui vient de nous remettre 30% de droits de douane sur le porc. C'est bien de le rappeler. Oui. Malgré le déplacement fabuleux d'Emmanuel Macron, qui a dû oublier d'apporter une bouteille de cognac, je pense, avec Xi Jinping, mais enfin bon, ça c'est notre sujet. Et dans un contexte aussi où Donald Trump reprend les intérêts America First en main et a une politique beaucoup plus agressive et beaucoup plus protectionniste, effectivement, leur argument c'est de dire attention parce que la Chine va prendre nos parts de marché. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus possible en fait de déstabiliser ce qui fait non seulement notre économie, notre présence sur les territoires, mais aussi l'agriculture, c'est notre identité. Et je dois le dire, on doit défendre notre identité dans ce genre d'accord. Les accords de libre-échange, oui, mais équilibrés. Mais Céline Imard, quand est-ce que un homme ou une femme politique française va avoir le courage, je sais que vous venez du sud-ouest, d'une terre de rugby, vous n'êtes pas loin de Castres, je crois, avoir le courage de mettre un gros caramel à l'Allemagne qui se comporte vraiment comme la dirigeante de l'Europe, et l'Allemagne n'a qu'un but, anéantir l'économie, l'industrie française, elle y est arrivée, parfait, et maintenant l'agriculture. Quand est-ce qu'on va avoir des hommes politiques qui ont, vous me passerez l'expression, des cojones, comme on dit de l'autre côté des Pyrénées? Oui, enfin, sauf que le Castres Olympique, lui, quand il rentre sur le terrain, puisque c'est mon équipe favorite de rugby, pour mettre des caramels aux copains et notamment aux équipes parisiennes, ben, il se prépare et il s'entraîne. Oui. La grosse différence, c'est qu'aujourd'hui, la France, pour affronter l'Allemagne, elle n'a plus les moyens de sa politique. Elle n'est pas entraînée et elle n'est pas crédible. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui qu'on aille négocier pour défendre nos intérêts en disant « Ah ben tiens, la France arrive, nous, le Mercosur, on n'en veut pas, on met un cachou à l'Allemagne ». Non, mais en fait, quand on a le déficit public qu'on a, quand on a la dette publique qu'on a et qu'on veut donner des leçons en Europe, ils nous disent « Attendez les gars, là, vous n'avez pas de budget, vous avez une instabilité gouvernementale qui est un peu inquiétante, vous avez mais vraiment une trajectoire sur vos finances publiques, vous tenez pas vos comptes. Là, en ce moment, les débats chez vous à l'Assemblée nationale, c'est le concours Lépine de la nouvelle taxe. Et vous voulez nous donner des leçons sur les intérêts européens? Alors commencez par remettre de l'ordre chez vous. Donc le vrai sujet, c'est ça. C'est pas une question de courage, c'est une question aussi qu'on a une trajectoire budgétaire délirante qui met en danger toute la zone euro et qu'aujourd'hui, on n'a plus les moyens de porter la voix de nos intérêts à Bruxelles. Et la Macronie nous a considérablement affaibli. Justement, on parlait tout à l'heure de l'instabilité des discours d'Emmanuel Macron. Un coup, il trouve ça plutôt pas mal, un coup, il est contre. Aujourd'hui, on est quand même à 2 jours, on est le 18, à 2 jours de cette signature. Est-ce qu'on n'est pas ridicule aux yeux du monde ? Bah, c'est un petit peu ce que je viens de dire. Enfin, moi, je ne veux pas taper pour taper sur la Macronie, mais aujourd'hui, effectivement, on n'est pas crédible quand on arrive à Bruxelles. Et donc, c'est pour ça que finalement, le secours providentiel nous vient de l'Italie, qui, elle, a su réaliser ce sursaut, a su remettre de l'ordre dans ses comptes, met en place des politiques extérieures, notamment avec les pays d'Afrique, extrêmement intelligentes, et reprend en main ses intérêts. L'avenir, c'est quoi? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez quand même qu'il y a une sortie possible, en tout cas pour cette alliance Italie, France et les 2 autres pays? Est-ce que vous pensez que c'est possible?
Moi, je pense que l'Italie finira par nous lâcher quand elle aura obtenu certaines contreparties. Après, la question, c'est ce sera quand qu'elle va nous lâcher. Est-ce que ce sera début janvier, fin janvier? On ne sait pas, et on ne sait pas contre quoi. Après, ça va arriver sur la table du Parlement. Donc, au niveau du Parlement européen, on fait deux choses. La première, c'est qu'on saisit la Cour de justice sur la validité de la scission de l'accord. La Commission a fait un coup de force démocratique absolument magnifique, un tour de passe-passe, parce que normalement cet accord doit être ratifié par tous les parlements nationaux. La Commission a dit c'est très simple, on va scinder l'accord en deux parties. Par miracle, l'accord commercial va pouvoir se mettre en branle sans ratification, et puis après le reste, les États membres valideront un peu tout ce qui est principe démocratique, coopération, etc. Donc déjà, premièrement, au Parlement, on va saisir la Cour de justice sur la validité juridique de cet accord. Et ensuite, ce que moi j'essaie de faire, c'est de convaincre en fait mes collègues au niveau du Parlement, tout simplement de ne pas le signer. Et le deuxième rapport de force, il sera là. J'ai l'impression que la France est devenue une monnaie d'échange, un levier de négociation pour finalement permettre à l'Italie d'arriver à ses fins de la manière dont vous avez présenté les choses. Ah oui, c'est tout à fait ça. Oui. Ouais, c'est le jeu. Le jeu au niveau européen, il est très complexe parce qu'il se joue avec des intérêts nationaux de 27 États membres qui ont aujourd'hui des sensibilités, un maillage territorial, une identité, une économie extrêmement différente. Et donc, c'est un peu le Game of Thrones entre la Commission, les États membres, les parlementaires et les groupes politiques. Et il faut jouer effectivement sur un échiquier qui est assez serré et assez complexe. Et oui, la France, clairement, aujourd'hui, n'est pas en mesure de s'imposer et de porter sa voix. Et donc, elle doit effectivement s'insérer dans ces leviers de négociation. Et moi, c'est ce que je fais, c'est ce qu'on fait pour essayer de gagner sur ce sujet, parce qu'on ne peut pas jeter nos agriculteurs déjà en extrême difficulté en pâture à cette concurrence déloyale. Ce n'est plus tenable. Ce serait la dernière goutte d'eau qui ferait déborder un vase déjà bien plein. Vous voyez, Madame la députée, je pense que Emmanuel Macron fait tout à l'envers. Il n'a pas compris la phrase du général de Gaulle « Les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts ». Oui. Lui, il essaie de se faire des amis, mais il oublie de défendre nos intérêts. Ouais, et il n'en a pas les moyens. Et puis surtout, moi, je pense que ce qu'il a oublié depuis 2017, c'est de créer un relationnel et une relation réelle, empathique, je dirais presque d'amour avec le monde agricole. Chose qu'avaient su faire des prédécesseurs avant lui. Et là-dessus, il a complètement loupé le train. Et donc, il a à la fois perdu la possibilité de défendre nos intérêts en France avec une voix très forte, et à la fois cette connexion profondément empathique, presque charnelle, avec ce monde agricole. Il a perdu sur les deux tableaux. Merci beaucoup Céline Imard d'avoir accepté notre invitation. Députée européenne LR et exploitante agricole céréalière. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas.